Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau Facebook Live, ce nouvel atelier virtuel d'Action Logement Lanaudière. Et aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qu'une mise en demeure, comment faire une mise en demeure, dans quelle situation. Donc, on va commencer dans quelques minutes. On va laisser le temps aux gens de se connecter. Pour les personnes qui nous regardent en rediffusion, vous pouvez déjà passer les quelques minutes suivantes pour arriver directement au début de la présentation. Donc, on commence là, dans quelques minutes seulement. Bienvenue aux gens qui se joignent à nous. Ça ne sera pas très long avant que l'on débute notre présentation sur un sujet costaud, mais qu'on va essayer de démystifier ensemble ce soir. N'hésitez pas à aimer ou à partager ou encore à commenter la vidéo. Plus il y a de clics, plus il y a de commentaires, plus la vidéo est partagée, donc plus il y a de gens qui peuvent la voir. Puis n'hésitez pas non plus à écrire les noms de personnes que vous connaissez et que vous pensez qui pourraient être intéressés par notre atelier ce soir. Donc, on va parler de la mise en demeure dans le contexte du droit du logement, dans un contexte de problématiques que vous pourriez vivre par rapport à votre logement, par rapport avec de vos relations avec votre propriétaire. Donc, bonjour à tout le monde qui se joint à nous. Vous êtes les bienvenus. On attend peut-être encore 2 minutes, puis on va commencer. Donc, pour les personnes qui nous regardent en reprise, vous pouvez passer les prochaines minutes. Pour les autres qui sont en direct, je pense à vous, inquiétez-vous pas, ça ne sera pas long. Donc, 2 minutes encore et on commence notre présentation. N'hésitez pas à aimer, à partager, à écrire dans la section commentaires. Et puis aussi, si vous connaissez des personnes là, que vous pensez qui pourraient être intéressées par notre présentation de ce soir, n'hésitez surtout pas à inscrire leur nom dans la section commentaires. Et si jamais aussi il y a un problème technique là, au niveau du son, on touche du bois pour qu'il n'y en ait pas, bien, vous pouvez aussi m'en faire part dans la section commentaires. On va se faire de notre mieux pour régler le problème rapidement. Donc, on va y aller tout de suite avec notre petite introduction traditionnelle par rapport à nos Facebook Live. Donc, je vous rappelle, et bien, je l'apprends aux personnes qui se joignent à nous pour la première fois, que dans le contexte du confinement, et aussi pour rejoindre le plus de gens possible, Action Logement Lanaudière a décidé d'organiser à chaque semaine des ateliers virtuels qui vont faire pas mal le tour de tout ce qu'un ou une locataire au Québec devrait savoir. Donc, notez bien, ça s'adresse aux locataires du Québec. Donc, on a commencé le 20 janvier et on va poursuivre jusqu'au 17 mars. Donc, on est pas mal à mi-chemin dans nos présentations. Et c'est un rendez-vous tous les mercredis à 18 h. Et dans le cadre de nos ateliers, bien, on va donner des informations d'ordre général, c'est-à-dire que si vous avez des questions plus personnelles, plus précises par rapport à quelque chose que vous vivez, bien, je vais vous inviter à participer à nos cliniques virtuelles. Donc, on en a une demain, le 18 février, de 11h30 à 13h et de 18h30 à 20h. Donc, pour les locataires de Lanaudière seulement, ça va être l'occasion pour vous de venir nous poser des questions plus précises par rapport aux ateliers qu'on a donnés. Et aussi, bien, si jamais vous sentez ou on sent de notre côté que plus d'accompagnement pourrait aider dans un cas complexe, bien, ça va nous faire plaisir de vous référer vers les intervenants et intervenantes d'Action Logement Lanaudière. Je vais juste me prendre un verre d'eau, ça va prendre 15 secondes. Je suis de retour. Donc, bref présentation d'Action Logement Lanaudière. Je m'étends plus là-dessus dans notre première vidéo qui est sur notre page Facebook.
On est un organisme communautaire dans l'Anaudière, donc c'est pour ça que aussi nos services individuels, on les offre aux locataires de la région. Et notre but, notre mission, c'est de défendre et de promouvoir les droits des locataires dans la région de l'Anaudière. Donc, on offre des services individuels, j'en parlais un peu, là, nos intervenants et intervenantes qui peuvent accompagner les locataires qui vivent des problématiques avec leur logement ou dans leur relation avec leur propriétaire. Et puis, ben, on fait ce qu'on appelle la défense collective des droits. Donc, c'est un peu ce qu'on fait ce soir. Donc, on offre des ateliers, on organise des occasions pour les locataires dans la région de se mobiliser. Donc, ce soir, je l'ai dit d'entrée de jeu, sujet costaud, mais qu'on va démystifier ensemble, la mise en demeure. Alors, notre plan, comment est-ce que ça va fonctionner? Bon, on va voir qu'est-ce qu'une mise en demeure, qui peut l'écrire, pourquoi, quand, envoyer, écrire une mise en demeure. On va répondre d'avance à quelques questions qu'on nous pose quand même régulièrement sur les mises en demeure. Et après ça, on va voir comment s'y prendre pour rédiger une mise en demeure. Et on va voir aussi un exemple concret là, de mise en demeure. Je vais aussi pouvoir vous montrer des liens sur Internet pour que vous ayez accès à plusieurs exemples de mise en demeure. Donc, ça va pouvoir vous aider si jamais vous voulez écrire une mise en demeure par vous-même. Vous allez avoir quelques modèles. On va parler aussi d'une chose importante dans la mise en demeure, c'est-à-dire la possibilité d'exiger des dédommagements. Et après ça, ben, on va conclure là, en faisant un bref résumé de tout le contenu qu'on a revu ce soir. Avant d'aller plus loin, je vous rappelle qu'à Action Logement Lanaudière, nous ne sommes pas des avocats ou des avocates, donc on ne peut pas vous donner de conseils ou d'avis juridiques. Donc, quand ce que je dis, c'est de l'information générale, ça ne s'applique pas nécessairement à votre cas personnel. Notre but, c'est de vous donner de l'information, la bonne information pour que vous puissiez prendre par vous-même une décision éclairée. Je rappelle aussi ma tradition. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans la section commentaires. Je vais aller jeter un coup d'œil une fois de temps en temps pour voir les questions, les commentaires que vous m'avez écrits, puis ça va me faire plaisir d'y répondre. Alors, on commence avec un gros morceau. Qu'est-ce qu'une mise en demeure? Donc, on va voir finalement, c'est plus simple qu'on pense. Ben, c'est une lettre formelle avec un accusé de réception. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, c'est une lettre formelle? Ben, ça veut dire que c'est un document qui va avoir une valeur légale. Donc, c'est quand même sérieux. Une mise en demeure, en général, ce n'est pas un texto, ce n'est pas un courriel. Donc, c'est quelque chose là, qui a un certain décorum qui vient avec. Et ça prend un accusé de réception, c'est-à-dire la preuve que votre propriétaire, parce que là, ici, on parle d'une mise en demeure que vous allez envoyer à votre propriétaire, on doit avoir la preuve que votre propriétaire a reçu la mise en demeure. Donc, un document sérieux dont on est capable de prouver que notre propriétaire l'a bel et bien reçu. Donc, l'accusé de réception, c'est une question vraiment importante dans une mise en demeure. Si vous n'avez pas d'accusé de réception, si vous n'êtes pas en mesure de prouver que votre propriétaire a reçu la mise en demeure, sa valeur, disons qu'elle ne vaut pas grand-chose. Donc, je l'ai dit d'entrée de jeu et je vais revenir aussi sur différentes façons d'avoir un accusé de réception à la fin de la présentation. Donc, je vous tiens un peu en haleine. Une mise en demeure, on l'adresse à une personne ou à une entreprise. Donc, dans notre cas, notre mise en demeure, nous l'adressons à notre locataire ou à notre locatrice. Donc, qui est mon locataire ou ma locatrice? Ben, c'est la personne dont le nom est inscrit sur mon bail. Alors, quand vous signez un bail, avec le formulaire obligatoire de la Régie du logement, vous avez la section A dans laquelle on identifie les personnes qui signent le bail. Donc, à la gauche, on va avoir le nom du locataire ou de la locatrice avec ses coordonnées et à la droite, on va avoir le nom des personnes qui louent le logement. Donc, c'est au locataire, à la locatrice, donc la personne dont le nom est inscrit dans la section A, qu'on envoie notre mise en demeure. Donc, on ne l'envoie pas au concierge de l'immeuble, on ne l'envoie pas à la secrétaire de la compagnie qui possède l'immeuble, qui loue le logement, on l'envoie vraiment à la personne dont le nom est sur notre bail. Si ce n'est pas ça qu'on fait, ben, la valeur légale de notre mise en demeure, à nouveau, on va peut-être avoir un petit problème. La mise en demeure, elle sert à quoi? Ben, elle sert à aviser la personne qu'un de ses devoirs ou une de ses responsabilités n'a pas été rempli. Donc, je vous invite à visionner
nos ateliers précédents qui sont disponibles sur notre page Facebook pour connaître les droits et obligations des propriétaires et des locataires. Lorsque votre propriétaire ne respecte pas ses obligations légales, ben, la mise en demeure, c'est un moyen pour l'aviser formellement, légalement, que ses obligations ne sont pas remplies. On va demander à la personne de rectifier la situation. Donc, par exemple, il y a des travaux à faire dans votre logement, c'est la responsabilité du propriétaire de faire les travaux. Donc, on lui demande de venir les faire et on lui donne aussi un délai. Donc, le problème ne peut pas durer éternellement. Et alors, on lui donne une période de temps pendant laquelle il peut venir résoudre le problème, rectifier la situation. Dans une mise en demeure, en général, le délai est de 10 jours. Pour les situations urgentes, on coupe en deux, on parle de 5 jours. Donc, c'est toujours, d'une façon générale, c'est 10 jours les délais dans une mise en demeure, sauf pour les situations urgentes, là, ça va aller plus vite. Dans la mise en demeure aussi, on informe notre propriétaire que s'il persiste dans son inaction, s'il persiste à ne pas respecter ses obligations légales, ben, la conséquence sera un recours juridique au tribunal administratif du logement. J'ouvre une parenthèse. Oui, il faut absolument écrire ça dans la mise en demeure. Ceci dit, quand on écrit une mise en demeure, qu'on l'envoie à notre propriétaire, c'est pas comme si on mettait notre main dans un engrenage puis qu'après ça, tout allait y passer. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'on va être obligé par la suite d'aller effectivement au tribunal administratif du logement. Ce sera à vous de voir votre stratégie, votre mise en demeure, vous l'inscrivez dans quel contexte, dans quelle stratégie, mais ça ne vous forcera pas à entamer par la suite des démarches juridiques. Je ferme la parenthèse et je rappelle qu'il faut écrire dans la mise en demeure que la conséquence de l'inaction du propriétaire sera un recours juridique au tribunal. Et dans la mise en demeure, c'est l'occasion de demander des dédommagements. Donc, je vais revenir à la fin sur les différents types de dédommagements qu'on peut demander dans une mise en demeure. Mais je vais juste définir qu'est-ce que c'est qu'un dédommagement. Ben, c'est un montant d'argent qu'on demande à une personne, ici notre propriétaire, de nous donner parce que son comportement ou son inaction nous a lésés dans nos droits. Donc, c'est un montant d'argent qu'on demande au propriétaire de nous donner en échange de sa faute, finalement. Et aussi, détail quand même important, la mise en demeure, elle est courte, elle est claire, elle est concise. Donc, idéalement, elle tient sur une page. Donc, on va droit au but. Qui peut écrire une mise en demeure? Ben, vous allez être heureux d'apprendre, heureuse d'apprendre que c'est tout le monde qui peut écrire une mise en demeure. Mais attention, une mise en demeure mal rédigée, incomplète, ou dans laquelle, par exemple, il y aurait des menaces, du chantage, donc des choses qui n'ont pas leur place dans une mise en demeure, pourrait vous nuire si vous choisissez d'aller au tribunal administratif du logement. Donc, il faut faire attention quand on écrit sa mise en demeure, puis il faut s'organiser pour qu'elle paraisse le plus professionnelle possible. Et aussi, il faut mettre tous les détails qu'on a à mettre dans notre mise en demeure. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on fait là, sur le coin d'une table en une demi-heure. Ça prend un certain temps écrire une mise en demeure. Je ne dis pas que ça prend des mois, des semaines, mais il faut quand même bien réfléchir à son affaire, faire un plan et après ça, faire une version au propre. Donc, à ce moment-là, le support de nos proches, de nos amis, de notre famille peut être très important. Aussi, votre association de locataires, votre comité logement, donc Action Logement Lanaudière pour les personnes de Lanaudière, on peut vous aider gratuitement à écrire une mise en demeure. Donc, quand on sait toute l'importance que ce document a, ben, on voit que ça peut être intéressant de faire appel à nos services, donc qui sont gratuits. Plus le problème est complexe, ben, plus un avis expert va pouvoir être intéressant. Donc, la personne qui est spécialiste de la mise en demeure, c'est l'avocat et l'avocate. Donc, évidemment, si vous en avez les moyens, mais si aussi vous sentez que votre problème est complexe, que vous avez besoin d'avis de conseil juridique, ce qu'on ne peut pas vous donner, nous, Action Logement Lanaudière, bien évidemment, l'option de faire appel au service d'un avocat ou d'une avocate peut être très intéressante. Je vais juste un coup d'œil à la section commentaires. Donc, je ne vois pas de questions, donc on va pouvoir continuer.
Pourquoi est-ce qu'on écrit une mise en demeure? Bien, la première raison, c'est qu'une mise en demeure, c'est la première étape pour faire un recours légal. Donc, si vous avez l'intention d'aller au tribunal administratif du logement, il va falloir commencer par écrire une mise en demeure à votre propriétaire. Donc, la mise en demeure, dans ce contexte-là, elle va servir à prouver que votre propriétaire connaît le problème. Hein, avant de poursuivre quelqu'un en justice, ben, il faut l'aviser qu'il ne respecte pas ses obligations légales. Donc, il y a des travaux à faire dans votre logement. Si vous n'êtes pas capable de prouver que votre propriétaire est au courant, ben, ça va être difficile pour le tribunal de lui dire qu'il ne respecte pas ses obligations. Votre propriétaire n'était pas au courant. Donc, c'est une preuve comme quoi on l'a averti. Et rappelez-vous l'adage, les paroles s'envolent, les écrits restent. Donc, d'aviser seulement verbalement votre propriétaire, ça se peut que ce ne soit pas suffisant. Donc, la mise en demeure, je l'ai dit, c'est un document formel et vous allez avoir un accusé de réception, donc la preuve que votre propriétaire a bel et bien été avisé qu'il y avait un problème. Je l'ai dit tantôt, la mise en demeure, ce n'est pas mettre sa main dans un engrenage qui nous force à aller au tribunal. Donc, vous pouvez avoir une stratégie différente. Vous n'êtes pas obligé, après une mise en demeure, obligatoirement d'aller faire une demande au tribunal administratif du logement. À ce moment-là, la mise en demeure va servir à montrer au propriétaire que le problème est sérieux et que vous le prenez au sérieux, ce problème. Ça va lui prouver aussi que vous connaissez vos droits, vous connaissez la loi, vous connaissez ses obligations. Donc, il va y penser à 2 fois s'il ne veut pas les respecter. Et aussi, comme c'est un document formel qui vient avec un certain décorum, qui a une valeur légale, ben, ça va peut-être aider à ce que le propriétaire comprenne l'urgence de la situation. Mais dans tous les cas, la mise en demeure sert à vous protéger. Rappelez-vous, on en a parlé dans les autres ateliers, c'est votre obligation d'informer le propriétaire en cas de bris ou d'autres problèmes matériels dans le logement. Il faut aviser notre propriétaire rapidement quand on détecte n'importe quel problème. Donc, aussitôt qu'il y a une anomalie, il faut en parler au propriétaire. C'est normal. Évidemment, si on ne parle pas du problème au propriétaire, ben, il ne peut pas le résoudre. Et puis, ben, si vous n'avisez pas votre propriétaire qu'il y a un problème dans le logement, on en parle dans les ateliers précédents, le problème se détériore et là, ça finit en quelque chose de plus gros. C'est vous qui en êtes responsable. Mais si vous avisez votre propriétaire et qu'il n'agit pas et que la situation se détériore et qu'on finit avec quelque chose de plus gros, ben, c'est lui qui va être responsable. Donc, la balle va être dans son camp. Donc, c'est vraiment une question de se protéger, d'aviser notre propriétaire quand il y a un problème. Et avec la mise en demeure, ben, on l'avise formellement avec une preuve, donc il ne pourra pas nier être au courant de la situation. Quand envoie-t-on une mise en demeure? Bien, premièrement, ce n'est pas dès le moment où on voit qu'il y a un problème dans notre logement qu'on envoie une mise en demeure à notre propriétaire. Donc, ce n'est pas automatique. Ah, la toilette coule, mise en demeure. Ah, j'ai un problème avec un voisin, mise en demeure. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, on commence par essayer par des moyens non formels, cordiaux, courtois, de parler du problème avec le propriétaire. Donc, on peut l'appeler, lui envoyer un texto, un courriel. Si c'est quelqu'un qu'on a l'habitude de croiser, bien évidemment, on peut lui en parler en personne. Donc, on lui fait part du problème calmement, cordialement. On le fait rapidement. J'en ai parlé dans les autres ateliers. Il faut aviser rapidement notre propriétaire quand il y a une situation problématique. Ça va arriver souvent que vous avez juste besoin d'en parler comme ça d'une façon non formelle à votre propriétaire et il va collaborer et résoudre le problème. Si vous voyez que ça commence à traîner en longueur, bien, une autre chose qu'on peut faire avant une mise en demeure, c'est d'envoyer une lettre, mais cette fois non formelle. Donc, tout simplement, là, un écrit qui donne un peu plus de sérieux qu'un texto ou qu'un appel où on s'est croisé au coin de la rue, là, une lettre vraiment qui avise qu'il y a un problème. Si aussi on est dans une situation un peu toxique avec notre propriétaire, que c'est difficile de s'entendre avec lui ou elle, bien, on peut penser à avoir une entente à l'amiable pour résoudre notre problème. Si c'est le cas, l'entente à l'amiable, on en a déjà parlé, elle doit être écrite et signée par vous et votre propriétaire. Et on pourrait aussi faire appel à des services de médiation pour trouver un terrain d'entente. Donc, on commence, quand il y a l'apparition d'un problème dans notre logement, par aviser notre propriétaire d'une façon non formelle.
Pourquoi donc ne pas envoyer la mise en demeure en premier? Bien, la mise en demeure, comme c'est la première étape d'une démarche légale, que c'est très sérieux, bien, ça peut avoir des impacts sur votre relation avec votre propriétaire. Donc, nous, on commence par essayer de préserver nos relations avec notre propriétaire. Et si vous êtes capable de vous entendre avant d'envoyer une mise en demeure, tant mieux. Si vous n'avez pas besoin d'aller au tribunal administratif du logement pour que le propriétaire respecte ses obligations, tant mieux. On préserve nos relations, puis les choses sont plus simples comme ça. Et aussi, pourquoi ne pas envoyer la mise en demeure en premier? Bien, les recours légaux en droit du logement sont une solution à long terme. D'une façon générale, ça peut prendre plusieurs mois avant que votre cause ne soit entendue par le tribunal administratif du logement. Donc, ce n'est pas nécessairement le gage d'une solution rapide, là, la démarche légale en droit du logement. Donc, je le répète, si on est capable de s'entendre à l'amiable avant, bien, tant mieux. Donc, on a essayé les moyens non formels, non légaux, courtois, bon. Pour préserver nos relations avec notre propriétaire, on a essayé de s'entendre avec notre propriétaire et ça ne fonctionne pas. Donc là, c'est le moment où on peut réfléchir à envoyer une mise en demeure. On comprend que le propriétaire n'est pas ouvert à agir. Aussi, un bon moment pour envoyer une mise en demeure, c'est lorsqu'on pense que le recours à la justice, donc aller au tribunal administratif du logement, c'est une option pour nous. Donc, comme je l'ai dit, la mise en demeure ne vous oblige pas à aller au tribunal administratif du logement, mais si vous voulez y aller, il faut commencer par une mise en demeure. Donc, quand on commence à réfléchir au recours juridique, la mise en demeure peut être une option. On parle maintenant du moment pendant lequel on devrait envoyer une mise en demeure. Bien, sachez que plus on attend, plus ça peut jouer en notre défaveur. Donc, dans notre mise en demeure, je vais donner un exemple, on dénonce un problème sérieux à notre propriétaire. Il y a des coquerelles dans le logement, puis c'est invivable. Bien, si on attend 6 mois avant d'envoyer notre mise en demeure, bien, si jamais on se rend devant le tribunal administratif du logement, le ou la juge, ça se peut qu'ils nous disent, bien, si le problème est si grave que ça, pourquoi tu as attendu 6 mois avant d'en aviser formellement ton propriétaire? Donc, ça peut jouer en défaveur là, de votre crédibilité de trop attendre. Donc, en droit du logement, il vaut mieux réagir rapidement, mais je sais aussi que décider d'envoyer une mise en demeure, de faire des démarches légales, ce n'est pas non plus des décisions faciles. Quoi qu'il en soit, on a une date limite de 3 ans après un événement, après les faits, pour envoyer notre mise en demeure, en fait, pour faire notre demande au tribunal administratif du logement. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien, si vous avez été mis dehors illégalement de votre logement par votre propriétaire, rappelez-vous, il n'y a que le tribunal qui peut vous sortir de votre logement. Si votre propriétaire vous a mis dehors de votre logement d'une façon illégale, sur le coup, vous n'en êtes pas rendu compte. L'année suivante, là, vous dites « Hey, mes droits n'ont pas été respectés, je vais faire une demande au tribunal administratif du logement pour poursuivre mon ancien propriétaire. » Là, vous êtes dans les temps. Mais si 4 ans plus tard, vous voulez faire une telle poursuite, là, il va être trop tard. Le délai de 3 années va être passé. Donc, plus on réagit rapidement, plus on met les chances de notre côté. Donc, on va parler maintenant des questions qu'on entend souvent par rapport à une mise en demeure en droit du logement. Donc, les gens nous demandent, est-ce que ça peut se retourner contre moi? Bien, la réponse bête et plate, c'est que oui, dans certaines circonstances, ça pourrait se retourner contre vous et je vais vous expliquer pourquoi. Quand on veut entamer des démarches légales en droit du logement, mais dans d'autres domaines aussi, et qu'on veut poursuivre une personne parce qu'elle ne respecte pas ses obligations légales, il faut se poser la question, est-ce que moi, je respecte mes obligations légales? Parce que si vous ne respectez pas vos obligations légales, bien, votre propriétaire, lui aussi, a le droit de vous envoyer une mise en demeure, puis d'aller au tribunal administratif du logement pour vous forcer à respecter vos obligations. Ça joue dans les deux sens. Donc, quand on pense à des démarches légales, quand on veut envoyer une mise en demeure, vaut mieux respecter assez scrupuleusement ses obligations comme locataire. Je vais donner un exemple. Il y a un problème de moisissure dans votre logement, donc un problème de moisissure, c'est sérieux, et vous demandez au propriétaire de le régler. Vous avez fait ce dont on a parlé, vous l'avertissez verbalement d'une façon non formelle, courtoise, ça ne fonctionne pas. Et là, vous décidez
de passer à l'étape supérieure, vous allez lui envoyer une mise en demeure et même s'il ne réagit pas à la mise en demeure, vous allez aller au tribunal administratif du logement. Mais vous, de votre côté, vous ne payez pas votre loyer au complet à chaque mois et même vous devez certains montants de loyer à votre propriétaire. Bien, à ce moment-là, vous aussi, vous ne respectez pas l'une de vos obligations comme propriétaire, comme locataire, pardon. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Bien, vous allez envoyer au tribunal administratif du logement votre cause, votre demande pour régler le problème de moisissure. Donc, tranquillement, pas vite, votre demande va faire son chemin et après quelques mois, en général, vous allez avoir votre audience au tribunal administratif du logement. Mais votre propriétaire, lui, qui pourrait être un peu pas vraiment content de s'être fait mettre en demeure, ben lui pourrait dire, toi, locataire, tu ne payes pas ton loyer au complet, donc je fais une demande au tribunal administratif du logement pour résilier ton bail, te mettre dehors. Hein? Le tribunal pourrait dire, tu ne payes pas ton loyer, ben c'est la fin de ton bail, il faut que tu trouves un autre logement. Et cette cause-là, ben, ça va lui prendre quelques semaines seulement, ça va aller très rapidement avant d'aller devant un juge au tribunal administratif du logement. Donc, on va se retrouver à une audience où la seule chose qui va être jugée, la seule chose qui va être à l'étude, c'est le fait que vous n'avez pas payé votre loyer au complet. Et dans ce genre de cas-là, souvent, le tribunal administratif du logement résilie votre bail et vous perdez votre logement. Pendant ce temps-là, votre cause pour la moisissure fait son chemin tranquillement, mais bien après que vous ayez perdu votre logement, là, vous êtes enfin appelé à une audience devant un ou une juge au tribunal administratif du logement. Peut-être que vous allez pouvoir obtenir des dédommagements. Peut-être que ça ne vous tentera plus d'aller au tribunal vu que de toute façon, vous n'habitez plus là. Dans tous les cas, il va être trop tard, vous allez avoir perdu votre logement. Donc, quand on amorce des démarches légales, il vaut mieux respecter nos obligations le plus possible. Aussi, quand on envoie une mise en demeure, ben, on n'en envoie qu'une seule. Donc, une mise en demeure, c'est assez. On n'en envoie pas à tout bout de champ régulièrement. La seule occasion pendant laquelle on pourrait à nouveau envoyer une mise en demeure, c'est si la situation a changé, s'il y a des nouveaux éléments à considérer. Là, on envoie une nouvelle mise en demeure. Dans une mise en demeure aussi, on évite de faire du chantage, des menaces, on reste courtois, poli, professionnel. Si vous allez au tribunal administratif du logement, la mise en demeure va se retrouver entre les mains du juge ou de la juge. Et s'il voit des choses peu enviables, s'il voit aussi que de votre côté, vous mettez de l'huile sur le feu, que vous faites partie du problème, ben, ça ne jouera pas en votre faveur, évidemment. Quelles sont les possibles conséquences d'envoyer une mise en demeure? Ben, vous ne perdrez pas votre logement. Donc, là, j'en ai parlé tantôt, là, est-ce que ça peut se retourner contre vous? Si vous respectez toutes vos obligations en tant que locataire, non. Légalement, il n'y aura pas de conséquences. Par contre, c'est vrai, il pourrait y avoir des réactions de votre propriétaire. D'une façon générale, les propriétaires vont réagir d'une façon que je dirais intelligente. Donc, quand on reçoit une mise en demeure, ce n'est pas le temps d'aller chez l'autre, puis de l'intimider, puis de la harceler. Quand on reçoit une mise en demeure, il faut réagir calmement, appeler la personne, la contacter, communiquer avec elle pour comprendre quel est le problème et s'entendre sur une façon de le régler. Mais si jamais votre propriétaire fait partie de celles et ceux qui ont de la misère avec ça, qui vont réagir d'une façon un peu plus colérique, bien, vous avez des recours et vous pouvez aussi le faire savoir à votre propriétaire. Donc, s'il réagit d'une façon trop négative, bien, vous pouvez lui dire, écoute, j'ai des recours si jamais tu ne réagis pas de la façon appropriée à ma mise en demeure. Donc, oui, c'est vrai qu'il y a une conséquence possible du point de vue de l'attitude de notre propriétaire, mais on est protégé aussi légalement. Est-ce qu'on a besoin d'aide pour rédiger notre mise en demeure? J'en ai parlé d'entrée de jeu. Tout le monde peut faire une mise en demeure, mais il vaut mieux prendre le temps, le faire à tête reposée. Et si on peut avoir l'avis d'un ou d'une amie, de nos proches, de membres de notre famille, tant mieux. On peut avoir aussi l'aide gratuitement de notre comité logement dans la rédaction de notre mise en demeure. Et évidemment, on peut faire appel au service d'un avocat ou d'une avocate, mais ce n'est pas obligatoire. Je répète que plus votre cause est complexe, bien plus ça peut être intéressant d'avoir un avis expert. Donc, comment s'y prendre pour rédiger une mise en demeure? La mise en demeure, elle comporte 6 parties. Donc, il y a le haut de page.
Le haut de page, on va le voir tantôt dans l'exemple, c'est là qu'on a nos aspects plus formels. Donc, on va écrire une mention légale sous toute réserve. Donc, il faut absolument retrouver ça dans le haut de page de notre mise en demeure. On va écrire comment on le fait parvenir à notre propriétaire. On va voir ça dans quelques instants. Et on écrit la ville où on l'a écrite, donc la ville où on habite, la date à laquelle on l'a écrite. Donc, ça, c'est important. Ça va nous donner une idée à savoir quand est-ce que le propriétaire à peu près l'a reçu. Et aussi, on écrit le nom complet de notre propriétaire et ses coordonnées, son adresse au complet. Dernière chose à écrire dans le haut de la page, c'est l'objet, donc le sujet de notre mise en demeure. En fait, on peut écrire en gras « objet », mise en demeure. Ça, c'est le haut de page. On va le voir dans quelques secondes. L'introduction. L'introduction, c'est d'une façon polie, courtoise, on va indiquer nos relations légales avec notre propriétaire. Donc, c'est là qu'on va écrire « Madame, Monsieur, je suis locataire à tel logement, dans telle ville, et vous en êtes le propriétaire. » Donc, il faut bien écrire les coordonnées de votre logement. Il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté. Dans la troisième partie, on va énumérer les problèmes que l'on vit. On va les énumérer d'une façon claire et concise. Donc, quand on écrit une mise en demeure, avant, il faut avoir réfléchi un peu. On fait un remue-ménage, donc on réfléchit à tous les problèmes et après ça, on trouve une façon claire, concise de les décrire en quelques phrases et c'est ça qu'on va écrire dans notre mise en demeure. On ne s'étire pas, on ne va pas dans toutes les directions, on ne parle que du problème ou des problèmes. Je vais donner un exemple. L'évier ne fonctionne plus dans votre cuisine. C'est quand même un gros problème et le propriétaire ne réagit pas vraiment. Dans votre mise en demeure, on ne commence pas à écrire « l'évier ne fonctionne plus et ça a des impacts sur ma vie. À cause de ça, je dois faire la vaisselle dans le bain. Je dois laver le bain avant de faire la vaisselle pour être sûr qu'il n'y a pas de la saleté dans le bain, mais je dois le laver à nouveau après avoir fait la vaisselle pour qu'il soit propre pour quand on va prendre notre douche, quand on va se laver. Je m'achète des bouteilles d'eau pour faire la vaisselle ou pour boire ou pour faire à manger. On n'a pas besoin d'écrire ça. Le problème, c'est que l'évier ne fonctionne plus dans la salle de bain, dans la cuisine. Donc, on écrit « l'évier ne fonctionne plus dans la cuisine. Il faut le réparer. » C'est ça le problème. Quatrième partie, c'est des explications ou demandes. C'est là qu'on va dire au propriétaire « écoute, tu as l'obligation en tant que propriétaire de le réparer, l'évier de la cuisine. » On peut ajouter aussi dans cette section-là des articles de loi, c'est-à-dire des articles du Code civil qui montrent qu'on connaît bien les aspects légaux qui font en sorte que le propriétaire a l'obligation de faire, ici on parle des travaux de réparer l'évier. C'est dans cette section-là aussi qu'on peut exiger des dédommagements. Cinquième partie, c'est la conclusion. Donc, c'est dans la conclusion qu'on dit au propriétaire, vous devez régler le problème. Je vous donne un délai de 10 jours. Si la situation est urgente, c'est un délai de 5 jours. Sans quoi, la prochaine étape sera un recours au tribunal administratif du logement. Donc, je l'ai dit, ça se peut que votre stratégie ne soit pas d'aller au tribunal après avoir envoyé une mise en demeure, mais il faut quand même écrire ça dans la mise en demeure. On finit la conclusion avec la phrase « Veuillez agir en conséquence ». Donc, ça aussi, c'est une autre mention du style « sous toute réserve ». C'est une phrase qu'il faut mettre. Dernière partie, la fin de la mise en demeure, c'est votre nom, vos coordonnées et votre signature. Si vous ne signez pas votre mise en demeure, à nouveau, ça se peut qu'elle ne vale pas grand-chose. Donc, on a une idée de à quoi ça devrait ressembler une mise en demeure. On a le squelette ici. Ceci dit, ce n'est pas coulé dans le béton. Je ne vous dis pas de faire appel à votre créativité, votre sens artistique quand vous écrivez une mise en demeure, mais ce n'est pas obligé de suivre exactement ces éléments-là. Ceci dit, en suivant ce modèle, ce squelette, ça vous donne une chance de ne rien oublier, de vous assurer que votre mise en demeure est complète, donc qu'elle ait une bonne valeur légale. Donc, avant de parler des dédommagements, on va voir un exemple de mise en demeure. Donc, cet exemple-là est disponible sur le site Internet d'Action Logement Lanaudière. Donc, je vous invite à visiter notre site Internet si jamais vous avez l'intention d'écrire une mise en demeure. Vous allez trouver un document explicatif, donc qui reprend ce que je vous dis ce soir, et l'exemple
que je vous présente. Donc, on commence avec la section que je vais surligner, c'est-à-dire notre haut de page. Donc, je l'ai surligné en bleu. On voit qu'il y a la fameuse mention « sous toute réserve », la ville où la mise en demeure a été écrite, la date. On écrit comment on la fait parvenir à notre propriétaire. Donc, ici, vous voyez à gauche par courrier recommandé. On va revenir là-dessus dans quelques minutes. Le nom du propriétaire, son adresse, ville, code postal, etc., les coordonnées complètes de votre propriétaire, du locataire ou de la locatrice. Et en terminant, on voit objet, mise en demeure. Donc, voilà votre haut de page. Et ça, peu importe la façon dont vous décidez d'écrire votre mise en demeure, ça va prendre ça. On descend un peu. On arrive avec notre introduction. Donc, l'endroit où vous indiquez votre relation légale avec votre propriétaire, je l'ai surligné en bleu. Donc, on le fait d'une façon courtoise, polie. Alors, madame, monsieur, vous êtes propriétaire du logement que j'occupe au, et là, on met l'adresse, l'appartement, le numéro d'appartement, la rue, la ville. Donc, on est précis. Donc, si vous habitez dans un quadruplex, puis vous habitez le logement C, précisez que vous êtes dans le logement C. Il ne suffit pas de donner l'adresse du quadruplex, son numéro civique, on écrit précisément de quel logement il est question. Et là, par la suite, on va voir notre troisième section, énumération des problématiques. Et là, ici, on en a mis quelques-unes. Donc, des exemples de quelques problématiques, une façon de les soulever. Donc, une première ici, actuellement, mon logement a un urgent besoin de réparation afin de le rendre propre à l'habitation. Et là, on écrit les réparations dont on a besoin. Donc, dans mon exemple d'évier qui ne fonctionne pas, on écrit l'évier de la cuisine ne fonctionne plus depuis telle date. C'est tout. C'est ça l'énumération des problèmes. Autre exemple de problèmes qui peuvent exister. Donc, ici, c'est un autre élément, là, selon le problème que vous vivez, qu'on pourrait mettre dans la section énumération des problématiques. Donc, depuis telle date, je suis constamment dérangé par le bruit anormal et excessif en provenance d'un autre logement. Donc, j'ai avisé le locataire fautif, mais le problème persiste. Et là, évidemment, on en a parlé dans les autres ateliers, c'est la responsabilité du propriétaire de s'assurer que le problème soit réglé. Donc, c'est tout, on nomme le problème. On arrive dans notre section « Explication ou demande ». Donc, on vous a dit verbalement des problèmes. Ça m'empêche de profiter pleinement de la jouissance paisible de mon logement, etc. Donc, vous devez voir à l'affaire. Si jamais vous réclamez des dédommagements, c'est ici qu'on va les inscrire. Donc, on inscrit le type de dédommagement, on voit ça dans 2-3 minutes, et le montant, avec la raison, rapidement. Donc, je demande une diminution de loyer de X $ par mois pour perte de jouissance des lieux. Un dédommagement moral de X $ pour le stress encouru. Des dédommagements de X $ pour dommages punitifs, etc. Notre cinquième section, la conclusion. Donc, assez formel, vous êtes formellement mis en demeure de prendre les mesures qui s'imposent pour corriger la situation, suivant un délai, en général, de 10 jours. Si vous ne vous y conformez pas, des poursuites judiciaires pourront être intentées contre vous au tribunal administratif du logement, sans autre avis ni délai. Veuillez agir en conséquence. Donc, ça, c'est quasiment du copier-coller, cette section-là. Et on écrit notre nom, nos coordonnées et on signe, évidemment, très important de signer votre mise en demeure. On a aussi le site Internet du RECLAC. Donc, ça, c'est le regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec. Sur un moteur de recherche, vous pouvez simplement écrire RCLALQ et vous allez avoir accès au site du RECLAC. Si vous allez dans la section « Vos droits », on descend un peu, on voit « Modèle de lettres », donc on clique, et « Modèle de mise en demeure ». Donc ici, vous allez trouver plusieurs modèles de mise en demeure selon la situation que vous vivez. Donc, ça ne veut pas dire que vous allez pouvoir la prendre telle qu'elle. Ce sont des modèles qui vont vous aider à rédiger votre mise en demeure de la meilleure façon possible. Donc, je vous invite à
vous servir de ces ressources. Donc, chose promise, chose due. On va définir les types de dédommagement qui existent. Il y en a 4. Donc, je l'ai dit au départ, un dédommagement, c'est un montant d'argent qu'on exige de notre propriétaire pour réparer le préjudice qu'on a subi. Premier type de dédommagement, c'est la diminution du loyer. La diminution du loyer, on va la demander lorsqu'on a la perte de la jouissance paisible des lieux. C'est un de nos droits, on en a parlé dans les semaines précédentes. Donc, à ce moment-là, dans notre mise en demeure, on va pouvoir dire à notre propriétaire, mon évier ne fonctionne plus depuis telle date. Donc, à partir du moment où vous recevez la mise en demeure, je vous demande de diminuer le loyer de X dollars par mois. Chose très importante, rappelez-vous, payez toujours votre loyer au complet en tout temps, en toutes circonstances. Ce n'est pas parce que vous demandez une diminution de loyer dans votre mise en demeure que vous y avez droit. Votre diminution de loyer, vous allez l'obtenir si vous avez une entente à l'amiable écrite et signée avec votre propriétaire ou si vous allez au tribunal administratif du logement et qu'il vous accorde une diminution de loyer. Entre-temps, on paie notre loyer au complet tel que prévu au bail. Ne vous inquiétez pas, ça prend plusieurs mois avant d'aller au tribunal administratif du logement. La baisse de loyer va être rétroactive, donc va être calculée à partir du moment où vous avez envoyé votre mise en demeure au propriétaire. C'est la façon dont ça fonctionne en général. Donc, ça va vous permettre de récupérer le loyer que vous aurez payé en trop pendant cette période-là. Entre-temps, on paie notre loyer au complet. Deuxième type de dédommagement, c'est les dommages matériels pour perte de biens. Donc, vous avez avisé le propriétaire qu'il y avait un problème avec la plomberie, il n'a pas réagi, la balle était dans son camp, c'est lui qui en est responsable maintenant, il y a un dégât d'eau, puis vous avez perdu tous les meubles dans le salon. Vous pouvez lui réclamer des dommages matériels pour payer les biens. Ça peut être aussi, s'il y a une situation qui vous force à déménager parce que le propriétaire ne respecte pas ses obligations, vous pourriez le mettre en demeure de vous payer des dommages matériels équivalents au coût de votre déménagement. On peut demander des dommages moraux. Donc là, ça, c'est lorsqu'on a subi du stress ou des troubles et inconvénients quand même importants. Donc, par exemple, l'évier ne fonctionne plus dans la cuisine, là, je reviens avec ça, peut-être qu'on va pouvoir demander des dommages moraux. Les voisins sont très dérangeants, vous vous sentez intimidé. À chaque fois que vous mettez le nez dehors, vous avez peur. Ça cause beaucoup de stress. Donc, oui, on pourrait demander dans ce moment-là des dommages moraux. Des dommages punitifs. Donc, ça, c'est vraiment pour punir le propriétaire qui a outrepassé ses droits. Ça va être en général dans des cas graves, assez sérieux, par exemple, là, du harcèlement très grave. Donc, pour avoir une idée de quel dédommagement demander, aussi de quel montant demander, parce que ça aussi, vous devez l'écrire dans votre mise en demeure, c'est très important, il n'y a pas 36 façons de le faire. Il faut aller lire les jugements antérieurs du tribunal administratif du logement, donc la jurisprudence, pour essayer de voir, dans une situation comparable à la mienne, quels dédommagements ont été accordés par le tribunal et quel montant a été donné. Et à ce moment-là, ça va nous donner une bonne idée de ce qu'on peut réclamer. Je vous ai présenté 4 types de dédommagements. Vous pouvez demander tout simplement une diminution de loyer. Vous pouvez demander tout simplement des dommages moraux, tout simplement des dommages matériels. Mais vous pouvez demander aussi diminution de loyer et dommages matériels et dommages moraux. Et vous pouvez même tous les demander. Donc, ça dépend de la situation. Je vous invite à consulter des jurisprudences, donc les jugements antérieurs du tribunal, de la Régie du logement, pour avoir une idée dans votre situation, quel type de dédommagement vous pouvez demander, quel montant. Est-ce que je demande tous les types de dédommagement, seulement 2, seulement 3, 1? Ça va dépendre de chaque situation. Notre mise en demeure, vaut mieux l'écrire à l'ordinateur, mais on peut l'écrire à la main. On se fait une copie, donc pour avoir toujours se rappeler de ce qui est écrit dans la mise en demeure, parce qu'évidemment, si ça prend plusieurs mois avant d'aller au tribunal, on peut l'oublier entre-temps. Et il faut avoir une preuve de réception. C'est la première chose que j'ai dite et c'est la dernière que je dirai ce soir. Une mise en demeure ne vaut rien si vous n'avez pas de preuve que votre propriétaire l'a reçue. Donc, quelles sont les 3 meilleures preuves de réception qu'on a? La première,
c'est d'avoir un accusé de réception signé par le propriétaire, c'est-à-dire vous allez vous-même ou un de vos proches porter la mise en demeure au propriétaire et vous lui demandez de signer un papier dans lequel il reconnaît avoir reçu la mise en demeure. Il est très important aussi d'écrire la date et le lieu. Donc, on a une signature et une date qui montrent qu'à tel moment, le propriétaire avait bel et bien reçu la mise en demeure. C'est une preuve de réception. Deuxième option, le courrier recommandé. Ça peut coûter autour d'une quinzaine de dollars. À ce moment-là, vous allez aller au bureau de poste et vous allez envoyer votre mise en demeure par courrier recommandé. Poste Canada, qu'est-ce qu'ils vont faire à ce moment-là? Bien, ils vont envoyer une lettre à votre propriétaire et ils vont lui dire « Tu dois venir au bureau de poste récupérer une lettre que tu as en courrier recommandé. » Votre propriétaire va aller récupérer sa lettre au bureau de poste et il va devoir signer. Vous allez pouvoir avoir accès à cette signature. Ça va être très important de l'avoir avec vous et ça va être votre preuve que votre propriétaire a récupéré la mise en demeure, donc qu'il l'a bel et bien reçue. Finalement, la troisième façon, c'est de l'envoyer avec un huissier. C'est la plus chère, ça peut coûter autour d'une centaine de dollars, mais le huissier, lui, va aller porter la mise en demeure au propriétaire et va produire un document qui va être la preuve comme quoi le propriétaire a bel et bien reçu la mise en demeure. Donc, peu importe la façon que vous choisissez pour envoyer votre mise en demeure, vous devez avoir votre preuve de réception et vous devez la conserver. Si vous ne l'avez pas, votre mise en demeure ne vaut pas grand-chose. Donc, c'est un des éléments fondamentaux d'une mise en demeure, avoir notre preuve de réception. Donc, je termine avec un résumé rapide de ce qu'on a vu ce soir. Qu'est-ce qu'une mise en demeure? Bien, c'est une lettre formelle qui tient sur à peu près une page avec un accusé de réception. Quand on fait une mise en demeure, ça va prendre un peu de recherche pour connaître les articles de loi pour s'assurer qu'on parle bien d'une obligation légale que le propriétaire ne respecte pas. C'est encore plus vrai si on demande des dédommagements. Pour savoir quel type de dédommagement, quel montant exiger, il faut aller faire un peu de recherche, fouiller dans la jurisprudence. Et faites-vous aider, donc, toujours d'avoir un deuxième regard, des amis, des proches, membres de la famille, mais aussi vos comités logement. On est là pour vous donner notre support gratuitement pour vous aider à rédiger votre mise en demeure. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Donc, on va avoir une formation la semaine prochaine. C'est Marion qui va vous la donner. Je crois que ça va être sur le harcèlement. Sinon, je vous rappelle que demain, le 18 février, on a notre clinique virtuelle. Donc, pour les personnes qui ont des questions personnelles précises, de 11h30 à 13h et de 18h30 à 20h, vous allez avoir toutes les informations sur notre page Facebook pour pouvoir discuter avec nous de votre situation. Sinon, je vous remercie de votre participation. J'ai regardé dans la section commentaires, je ne vois pas de questions. Voilà. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir été là ce soir. À bientôt.